Bonjour à tous, bienvenue à une petite conférence que je vais vous donner qui s'appelle « Comment les jeux vidéo ont fait de nous un meilleur développeur ». Avant de commencer, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un ici, plusieurs personnes, qui ne connaissent rien aux jeux vidéo, voire que ça emmerde, qui ne voient pas l'intérêt de jouer? Une personne? Est-ce qu'il y en a qui jouent énormément? Qui s'appelle No Life, qui pense qu'à ça, etc. Pas tant que ça, c'est pas mal. Ça va pas être une session technique, donc si vous attendez à avoir des algorithmes sur Minecraft, etc., ce sera pas fou du tout. Donc, si c'était ça que vous voulez voir, vous pouvez partir. Très bien. Alors, pour vous expliquer comment je suis arrivé à vouloir vous présenter ça, j'ai 34 ans, donc je suis super vieux en fait. Et j'ai commencé à jouer, je devais avoir 3-4 ans. Quand j'étais tout petit, il n'y avait pas de problème, c'est pas grave, c'est pour les enfants jouer en adroit, j'étais sur l'Atari 2600, je sautais tout seul sur mon lit, tout le monde trouvait ça rigolo. Puis au fur et à mesure, j'ai grandi, mais j'ai pas arrêté de jouer. Et je sautais toujours sur mon lit avec ma manette. Au fur et à mesure, j'ai commencé à me rendre compte que j'avais des regards un peu désapprobateurs quand je continue à jouer, et j'ai même des gens de mon âge qui sont venus me voir en me disant « ça t'apporte à quoi de jouer? Franchement, je vois pas l'intérêt, t'apprends rien, tu fais pas de sport, c'est bon. » Et je savais pas trop comment répondre, à part « non, moi ça me fait marrer, enfin, je vois pas pourquoi est-ce qu'il faudrait que j'explique pourquoi est-ce que je joue. » Et puis finalement, récemment, je me suis rendu compte que si, ça me servait. Et ça m'a servi professionnellement. Alors pour me présenter rapidement, je m'appelle Rémi Dessus-Ardillet, je suis développeur, formateur, team leader, je fais plein de trucs en fait, dans une société qui s'appelle Softit, qui fait partie du groupe CLT Service, qui nous tient aussi Coactive. Donc Softit c'est la partie soft, Coactive c'est la partie agilité, c'est pour ça que je suis là en partie. Donc vous avez mon Twitter en bas si jamais vous voulez me dire si c'était bien, si c'était nul, si vous voulez me féliciter ou si vous voulez me parler d'autres jeux, je suis intéressé. Et donc comme je vous ai dit, je suis un joueur. Et effectivement, cette image-là, c'est un peu ce que les gens ont de moi quand ils ne me connaissent pas vraiment. On m'imagine un peu comme ça. Alors j'ai perdu du poids depuis quelques années, mais on m'imaginait beaucoup comme ça. Alors de quoi on va parler? On va parler de plusieurs choses. Je vais vous parler d'un jeu qui s'appelle Kerbal Space Program, qui va nous apprendre à jouer très souvent. Il y a des gens qui connaissent ici. Très bien, c'est cool. Je vais vous parler des jeux, on va dire des city builders, des jeux de gestion, principalement Anno 1404 et City Skyline, qui sont les deux jeux que je préfère pour ça, principalement. Je vous expliquerai un petit peu plus précisément ce que c'est. World of Warcraft, évidemment. J'essaie de... Je suis désolé, je fais des allers-retours parce que vu que je suis obligé de bouger ici, et si vous voulez bien dire, World of Warcraft, évidemment, on ne peut pas les jeux vidéo et passer au travers. Pour motiver son équipe, et Heroes of the Storm, non je parle pas de League of Legends parce que je n'aime pas ce jeu, je préfère celui-là, donc je vous parle de celui-là, mais vous pouvez l'appliquer à tous les MOBA, pour ceux qui ne connaissent pas, on en parle. Je remercie Gilles qui m'a soufflé cette idée sur le travail sur les MOBA et ce que c'est que travailler en groupe et comment ça marche. Est-ce que tu veux que je clique? Ah, si tu peux, c'est cool. C'est cool, merci. Ah, j'aurais pu faire ça. Je me suis dit, il va se lancer. Alors, avec Kerbal Space Program, on va apprendre. Alors, le testing, je vais vous expliquer pourquoi je parle de testing, c'est pas le cycle court. Je ne sais pas s'il y en a qui ont fait hier la conf sur l'itératif hardcore. Non, c'est dommage, parce que ça se rejoint beaucoup. Merci. Kerbal Space Program, pour vous expliquer rapidement, c'est un simulateur de construction de fusée. C'est-à-dire que vous lancez le jeu, une nouvelle partie, vous arrivez, vous êtes dans un hangar, puis vous créez une fusée en rajoutant des petits éléments. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aller juste dans l'espace, on peut mettre des satellites en orbite, on peut aller sur d'autres planètes, sur d'autres lunes, etc. Là, ce que je vous montre, c'est un peu une démo de ce qu'on peut faire jusqu'au bout. Si vous voyez bien, s'il y a un peu des nerds, ils vont peut-être reconnaître l'ISS. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, à partir de ce jeu-là, ont réussi à recréer complètement la mission ISS. C'est-à-dire que tous les modules, ils les ont assemblés dans le même ordre, en faisant exactement les mêmes décollages. La Station Spatiale Internationale.
Voilà. Effectivement. Première chose que j'ai appris grâce à ce jeu aussi, c'est souvent quand on pitch un projet, on pitch l'ISS. On va me dire, tu vas voir, on va aller dans l'espace, on va faire des trucs super compliqués et tout, ça va être super bien. Et puis bah, j'ai appris qu'en fait, pour arriver à faire ça, il fallait déjà être sacrément doué. Et que j'avais peut-être du chemin à faire avant d'être aussi bon pour faire ça. Et du coup, c'est quoi le chemin que j'ai fait? J'ai appris à coder au départ, et là pour le coup, c'est comment on code. On est dans son hangar, puis on a des petites parties de son application, de son code, de ce qui existe à l'extérieur. Et puis on commence à les brancher ensemble en se disant mon but c'est d'aller dans l'espace, et c'est déjà de quitter la Terre. Donc on commence à mettre, alors je voulais accélérer parce que c'est extrêmement long sur le principe. On a peur d'oublier des trucs, donc on rajoute beaucoup, c'est-à-dire que je veux être sûr d'aller bien dans l'espace, donc je mets beaucoup de réacteurs, parce que plus je mets de réacteurs, plus je vais avoir de la poussée, et donc plus je vais avoir de chances de quitter l'atmosphère. Donc allons-y, hein, on rajoute, et puis faut d'autant plus de fuel, donc on rajoute des conteneurs de fuel, et puis il faut mettre des rétrofusées, parce qu'il faut pouvoir aussi gérer son déplacement. Et voilà, donc on arrive à un truc absolument génial qui ressemble à ça. Et puis on se dit, j'ai plus qu'à brancher tous les trucs entre eux, et puis je lance dans l'espace, et puis c'est bon, ça va marcher. Qu'est-ce qui peut mal se passer? Très honnêtement, là, je vois absolument pas. Donc voilà, je vous laisse admirer l'œuvre qui n'est pas de moi, hein. Évidemment, j'assume absolument pas. C'est pas moi qui ai fait ça. Et donc, on va sur le lancement, et puis c'est parti, on va dans l'espace là. Et en fait, non. Alors ça, c'est la machine de la personne tirable, hein, c'est pas juste mon truc. Sa mission, c'était ça. Elle est à 10 km dans l'atmosphère, et puis arrêter la mission. La vidéo, en vrai, elle fait à peu près 5 minutes. Donc pendant 5 minutes, le mec, il branche des trucs. Il branche. Et puis à la fin, il dit je lance. Et puis la mission a duré ça. No crew members survived. Oui, en plus. On a tué personne, catastrophique, failure, etc. Qu'est-ce que ça m'a montré? Ça m'a montré que j'ai voulu faire trop de choses d'un coup. J'ai voulu, pendant mon dev, je voulais être sûr que ça marchait, que tout marchait d'un coup. Et donc du coup, j'ai tout fait et j'ai tout envoyé. En fait, en gros, c'est un peu comme s'il se passait ça. C'est-à-dire que je les emmène dans l'espace, voilà. J'ai oublié complètement mettre de l'oxygène. Ouais, c'est pas grave, j'ai décollé. Ouais, mais enfin, t'oublies l'oxygène, c'est-à-dire que t'as personne, tout le monde qui est mort aussi. Hein. Ça, c'est vos mises en prod, je pense que vous avez tous un peu vécu ça. Hein, vos intégrations. Ah ouais, merde, en fait, la base de données, elle n'était pas prête. On n'avait pas du tout prévu de faire la migration. Qu'est-ce que j'ai appris du coup? Merci. À faire. Finalement, j'arrivais pour créer ma fusée. Puis je me suis dit, c'est quoi mon premier but? C'est d'avoir une fusée qui décolle. Donc déjà, je mets un peu le minimum sur ma fusée. Donc j'ai besoin quoi? J'ai besoin ça c'est en gros là où je mets mon personnel. J'ai besoin d'avoir un réacteur et puis un peu de fuel pour voir déjà si ça décolle. Donc voilà, je l'ai préparé. Et puis je dis, je vais tenter un lancement. J'ai le strict minimum. J'arrive, on voit un petit peu la fusée là. Elle est un petit peu branlante. J'ai tout qui foire, je me viande, tout est pété, tout le monde est mort. Ouais, mais enfin moi à côté de ça, là j'ai fait à peu près 30 secondes de dev. Je n'ai pas fait 5 minutes. Là il relance le coup juste pour voir jusqu'où je peux aller avec ce que j'ai fait. Et bon, vous n'avez pas le son, mais en gros la personne qui le fait explique que là je me rends compte que je ne vais pas avoir assez de fuel pour quitter l'atmosphère. Je me rends compte que du coup mon truc il n'était pas super stable. Mais à côté de ça, j'ai déjà identifié ce qui n'allait pas dans mon produit. Je sais tout de suite ce qui va pas. C'est pas grave si je me foire. Alors bon, évidemment, avec une vraie fusée, vous faites pas ça. Hein. Vous mettez pas des jambons et vous essayez de voir si ça va. Mais dans ce jeu-là, ce que j'ai appris, c'est, je me suis dit, il vaut mieux que je teste un tout petit truc, voir si ça passe. Si ça passe pas, c'est pas grave. Je reviens dans mon, voilà. Je reviens là, je rajoute un petit peu de fuel. Il rajoute un peu de quoi faire tenir sa fusée. J'ai fait x4, parce que c'est un petit peu chiant évidemment. Et je décolle tout droit, j'y vais, c'est bon, je vais pouvoir aller dans l'atmosphère. Après, si je devais envoyer un satellite en orbite, c'est un autre problème. Déjà, je vais voir si je peux aller jusque là. Ok, je peux atteindre l'orbite? Ouais, très bien, je vais mettre le satellite. Je vais voir si je suis capable de l'envoyer. Ça sert à rien d'essayer d'envoyer le satellite en orbite si vous n'êtes déjà pas sûr que votre truc il décolle. C'est ça.
Exactement. Donc comment ça marche? Bah, j'ai plusieurs questions à me poser avant d'arriver au but de mon projet, avant d'arriver à faire mon ISS. Il faut déjà que je sois sûr que tout ça, ça marche. C'est-à-dire, comment ça marche en vrai quand je construis? Là, je fais ma construction et je fais mon décollage. Si j'ai un problème qui apparaît pendant mon décollage, la source, elle peut être complètement au début de ma construction. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Si je corrige l'erreur ici, j'ai tout un temps de dev, en tout cas de construction qui est long. Il va falloir que je recable tout. Potentiellement. Si j'ai raté un tuyau qui est en plein de ma fusée, il va falloir que j'aille à l'intérieur, que je le déplace, et finalement, en fait, il y a peut-être d'autres trucs qu'il faut que je déplace pour que tout se rebranche normalement. Et en fait, ça, vous mettez ça dans un développement pur, bah, ça vous apprend ça. C'est-à-dire que vous êtes dans votre phase de test, vous trouvez un truc qui ne va pas. En fait, bah, c'était une classe ou un algo qui est super compliqué, que vous avez écrit en 3 jours sans jamais tester si le truc marchait, puis vous avez tout à refaire. Alors que si vous êtes sur de l'itératif hardcore, c'est-à-dire que vous faites une livraison super vite, dès qu'il y a un problème, alors je dis un bug, ça peut être un retour client négatif, évidemment, c'est exactement la même chose. Si vous faites vos tests et qu'ils sont validés à chaque fois, vous sécurisez votre dev. C'est-à-dire que là j'ai un problème ici, ok, ça vient de mon dev là, ça vient pas du truc qui est au début. Ou alors si c'est le cas, c'est que vous avez complètement raté votre dev, ou là vous n'avez pas du tout testé correctement. Et du coup, votre dev technique, elle est vachement plus limitée, vous perdez moins de temps. En plus, vous pouvez tester des trucs, parce que typiquement, il y a des gens sur Kerbal Space Program qui ont fait des tests comme ça, et ils se sont dit, bah c'est bien, on peut aller à la verticale, à l'horizontale, ça marche. Et donc il y a des gens qui ont fait carrément des records de vitesse horizontale avec des fusées. Je vous laisse juste avec un petit message que j'aime bien, qui est sur leur site, qui est assez sympa quand on fait du test, parce que je fais beaucoup de formations sur la TDD, et c'est pour ça que j'aime bien cet exemple. Quand j'essaie d'expliquer pourquoi est-ce qu'on fait de la TDD, pourquoi est-ce qu'on fait du testing, en fait je montre ces vidéos-là au départ. Pourquoi? Parce que expliquer comment ça marche la TDD, pourquoi c'est bien, généralement les gens ne comprennent pas trop. Leur montrer ça, ils leur disent, mais quand ça pète, si je dois tout refaire, c'est chiant. Ouais. Que TDD, TDD. Test Driven Development, ça parle à tout le monde? Ouais. Ça me parle pas à certains. Si je dis des trucs abscons, levez la main, peut-être que je ne me rends pas compte. Donc quand je fais, en tout cas les formations sur l'extreme programming, généralement, c'est mieux de montrer une vidéo, de montrer un truc qui est plus clair pour les gens. Et ça, c'est vraiment ça. Et si vous vous plantez, c'est pas grave. Il faut vous planter au bon moment. Effectivement, si vous vous plantez au moment de la mise en prod, c'est un peu grave. On va retourner un peu sur Terre. Et on va voir comment est-ce qu'on répond aux besoins de sa population, de son utilisateur. Est-ce que il y a des gens qui connaissent la série des anneaux, la série des City Skyline? Il y a quelqu'un qui peut expliquer le principe? Plus ça vit, on va vers le tour. Ouais. Plus ça grandit, Plus c'est compliqué, exactement, c'est ça. Plus ça grandit, plus c'est compliqué. Et il faut finalement répondre à des besoins. Typiquement, Anno 1404, c'est quoi? Le système des anneaux, c'est un jeu. Tu peux faire avancer, il y a toute une description. Donc c'est un jeu de stratégie-gestion. Vous avez des colonies, c'est-à-dire que vous arrivez sur une île avec votre bateau, vous créez votre colonie, et puis vous devez répondre à ces besoins pour qu'elles grandissent et qu'elles deviennent de plus en plus puissantes, et que vous, comme vous êtes en concurrence avec d'autres colonies, il faut écraser les autres colonies, évidemment. Tu peux revenir. C'est pas grave. La vidéo s'arrête. Et donc vous avez tout un pan de population à gérer. C'est super sympa comme jeu, j'adore, j'ai passé des centaines d'heures dessus. C'est absolument passionnant, et vous devez gérer en plus plusieurs civilisations en même temps. Sur le cas sans place, c'est quelque chose qui arrive au départ. Vous avez la civilisation occidentale et la civilisation orientale, ils ont deux besoins différents. Et chacun a besoin de ce que produit l'autre. Donc c'est plutôt sympa, ça rajoute une bonne complexité. Alors comment ça marche? Donc vous avez des citoyens qui sont dans vos colonies, et ils ont plusieurs niveaux de citoyenneté. Bon, je vous donne un exemple, vous avez au départ des paysans, puis vous avez des citoyens, puis vous avez, alors c'est en anglais, c'est des patricians, je ne sais pas comment c'est en français. Patriciens, oui. Je
ne sais pas si ça existe en français. Comment ça marche? Chacun a des besoins. Typiquement, un paysan, il a besoin de manger, il a besoin d'aller prier, et il a besoin d'avoir à boire. Donc, en gros, quand vous faites vos constructions, vous rajoutez une cabane de pêche, vous rajoutez une petite église, et puis vous mettez juste de quoi faire un peu du cidre, et ils sont contents. Puis ils sont contents et ils atteignent leur seuil de bonheur. Quand ils auraient atteint leur seuil de bonheur, ils aimeraient bien avoir un peu plus. Et donc du coup, ils aimeraient bien avoir des épices, ils aimeraient bien avoir des habits un peu de qualité. Donc vous devez répondre à ça, selon les épices, c'est que l'Orient qui crée des épices, donc il faut commencer à créer une civilisation orientale qui va être capable de créer des épices, il faut que vous créez des routes pour envoyer les épices à l'Occident. Et donc ça, effectivement, c'est quoi? Vous avez un besoin initial. Votre utilisateur, il a un premier besoin. Je vais pouvoir saisir des informations, je vais pouvoir saisir des données. Vous y répondez. Bon alors maintenant, en fait, j'aimerais bien que quand je le fasse, ça valide en direct tout ce que je saisis. Il a un besoin supplémentaire, puis des besoins avancés. Là, les patriciens, ils veulent manger du pain, ils veulent avoir de la bière, ils veulent avoir des bibliothèques, ils veulent avoir des... j'ai mis c'est des chandeliers, en gros, il a des besoins de luxe. Et donc, comment ça marche quand vous voulez répondre à ces besoins-là? C'est, imaginons, vous voulez répondre aux besoins de bière. Pour faire de la bière, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une brasserie. Une brasserie toute seule, elle ne marche pas, ça sert à rien. Il lui faut des produits à transformer. Donc il faut créer... Alors, dans le jeu, ils ont du blé et des herbes. En vrai, je pense que s'il y a des gens qui font de la bière, peut-être qu'ils vont dire ça, absolument pas ça. Moi, je ne sais pas faire de la bière, je sais la boire, mais je ne sais pas la faire. Et pour faire pousser des herbes, il faut des jardins. Pour faire du blé, il faut des fermes. Et l'une des autres difficultés, c'est que vos îles sont fertiles sur certains types de produits. Donc vous devez identifier l'île, vous devez aller construire votre ferme et vos jardins. Sinon, pour faire construire vos fermes et vos jardins, il vous faut du bois, il vous faut de la pierre, il vous faut des outils. Alors la main-d'œuvre n'est pas gérée, mais vous avez quand même des besoins comme ça. Et puis, donc ils vous font du blé, des herbes, mais après il faut retransporter à la brasserie, et la brasserie, elle va créer votre bière. Une fois que vous avez votre bière, on arrête tous les besoins qui sont marqués, vous avez votre bière, c'est bon, et du coup ils sont contents. Mais ils sont contents un temps, parce que après, c'est bon, pour moi, vous m'avez répondu, maintenant j'ai encore besoin d'autre chose. Donc en vrai, qu'est-ce que j'ai appris en jouant à ce jeu-là? J'ai appris à organiser mes livraisons par rapport aux besoins des clients. C'est-à-dire que sur le premier, au départ, vous avez une liste de besoins. Alors je vous les mets tous, évidemment le jeu il vous gère un petit peu les premiers besoins des paysans, puis les besoins des citoyens, etc. Mais sur le principe, quand je relance une partie pour la 500e fois, je sais à la fin qu'on va me demander des bijoux, je sais qu'on va me demander du jour. Mais je sais qu'on va me demander de gérer la foi, de gérer des épices, etc. Et donc du coup, qu'est-ce que je vais faire au départ? Je vais les organiser par ordre d'urgence. L'urgence, pour le coup, c'est le niveau de ma population. Une fois que j'ai identifié ça, je vais regarder ce que je peux faire de plus simple, c'est-à-dire la complexité. Alors la complexité, ça peut être est-ce que je suis sur une île qui me permet de faire du blé ou des herbes. Si je me rends compte que je ne peux pas le faire, il faut déjà que je me dise, plus tard, il va falloir que j'aille chercher une île qui me permette de le faire. Donc je vais avoir déjà cet ordre-là. Et maintenant, une fois que je vais avoir ça, je vais pouvoir le découper en me disant, ils ont besoin de foi. La foi, ça répond oui. Ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin d'une église. Une église, il me faut de la pierre. Bon, la pierre, il me faut une carrière. Donc j'ai appris à découper naturellement les besoins et finalement j'arrive à un cycle que l'on connaît tous plus ou moins, qui est celui-là. J'identifie le besoin, je le hiérarchise, je planifie ce que je vais faire, je le fais et je le livre. Alors pour le coup, la livraison, là, vous êtes en livraison continue, parce que vous construisez le truc, il est là, vous répondez tout de suite aux besoins. Évidemment, la temporalité n'est pas la même. Je m'en suis rendu compte, en fait, hier soir, en y réfléchissant, ça m'a appris, mais effectivement, ça m'a appris ce qui s'appelle le Type Driven Development. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. Type. Oui. C'est-à-dire que je vois un oui pour vous. Un petit oui, évidemment, ça m'a pas fait faire, ça m'a pas appris le F# non plus, on va pas exagérer. Ouais. Alors, je vais la définir, mais c'est quand même se laisser guider par les types de ce qu'on attend. Par exemple, si j'ai besoin en sortie d'avoir un type ceci, un type cela,
Je vais chercher parmi ce qui existe, ce qui nous répond à ce genre de signature. Voilà. Donc alors, ça évoque un petit peu ça dans le diagramme. C'est-à-dire qu'il me faut une fonction qui prend un titre, qui me reprend un autre titre, et je vais chercher dans une bibliothèque ce qui pourrait répondre à ça, par exemple. Ça peut être ça, ou ça peut être je l'ai pas. Ou je l'ai pas, ouais. Je l'ai pas, il faut que je le crée. Et en fait, au lieu de me dire, je vais créer, j'en sais rien, j'arrive, j'ai pas encore ce besoin de foi, je vais déjà me créer une carrière, non, c'est pas intéressant parce qu'en fait, j'aurais pas besoin de pyramide. C'est un peu dans la même idée. Mais en relisant des articles dessus, je me dis qu'effectivement, en fait, ça, je le fais aussi. Donc ça, c'était le premier point sur comment répondre à un besoin. Bon, là, je pense que tout le monde, vous faites plus ou moins du Scrum ou ce genre de choses, donc vous voyez exactement de quoi on parle. Il y en a un autre jeu qui s'appelle City Skyline, qui est plus récent. Il y en a qui connaissent, qui ont joué. Ouais. En gros, c'est plus ou moins un jeu qui ressemble à SimCity. SimCity, ça parle à tout le monde, je pense. C'est juste un jeu où je dois gérer une ville, une population. Donc j'ai pas une notion d'île, j'ai pas une notion de est-ce que je peux faire pousser ceci ou cela. Je suis juste le maire d'une ville, j'ai de l'argent, j'impose des taxes, j'impose des politiques. Et puis je dois la faire évoluer. Voilà, je ne vous parle pas de SimCity parce que le dernier SimCity n'existe pas. Non, en gros, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a le nouveau SimCity qui est sorti je sais plus, il y a 2 ans, et c'est une espèce de bouse infâme. Le dernier, c'est 4. Mais c'est ça, le dernier c'est le 4, tout à fait. Non, c'est le SimCity 5 qui est un peu que personne n'aime, et donc ça c'est son successeur, on va dire, spirituel, merci. Voilà, donc vous voyez, là je crée mes villes, je crée mes quartiers résidentiels, etc. Comment ça marche? Alors effectivement, plein de points, c'était juste des boulettes pour dire. Vous créez vos bâtiments, vous créez vos infrastructures, etc. Donc, comment marche City Skyline? Là, c'est pas une histoire de niveau, c'est une histoire de population. C'est-à-dire que quand votre population augmente, vous débloquez des plans de construction. Donc typiquement, par exemple, à peu près 1300 habitants, vous débloquez les bâtiments pompiers et police. Vous n'avez pas de besoin immédiat de faire ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la population qui dit on veut la police, s'il y en a beaucoup qui feraient comme ça, ou on veut des pompiers, c'est-à-dire que vous ne l'avez pas, mais au bout d'un moment, si vous n'y répondez pas tout de suite, vous avez le besoin qui va apparaître. Et ça se représente comment? Les pompiers, d'un seul coup, il y a le feu quelque part, si vous n'avez pas de pompiers, tout s'effondre, et si vous n'avez pas, en gros, au bout d'un moment, vous avez un foyer de délinquance qui apparaît. Donc soit vous le mettez tout de suite, et du coup ça vous coûte de l'argent pour l'implémenter, ça vous coûte de l'argent pour le maintenir, parce qu'évidemment vous payez les pompiers et les policiers. Soit vous attendez que la population vous le demande. Tu peux lancer 9 de 2. Voilà, merci. En rouge, ici, ça c'est la courbe de satisfaction évidemment de votre population. Plus votre population est contente, plus elle est à même de payer des taxes, et donc plus vous êtes à même de faire avancer votre vie. Et si vous ne l'implémentez pas, d'un seul coup il y a un foyer de délinquance qui apparaît, et puis votre population elle n'est pas très contente. Et donc du coup elle veut payer de moins en moins de taxes. Soit vous mettez tout de suite votre poste de police, mais le mal est déjà fait. C'est-à-dire qu'ils sont déjà descendus et ils ont du mal à remonter, et donc ça c'est une mécanique de jeu. Soit vous le mettez tout de suite, ça vous coûte de l'argent, vous êtes sûr que ça ne descend pas. Et pourquoi je vous montre police et pompiers? Parce qu'il y a 2 façons de faire, justement là-dessus. Quand vous créez un poste de pompier, on va dire, il a une aire d'effet qui est assez définie sur un cercle, et par rapport aux routes que vous avez définies. Si vous le mettez très tôt, vous êtes tout de suite gagnant, parce que vous savez tout de suite à peu près où est-ce que vous allez avoir des incendies, souvent vers les industries, ce genre de choses. Donc vous le mettez, ça vous coûte un peu d'argent, mais vous êtes tranquille, au moins c'est à peu près réglé. Et généralement ça gueule beaucoup quand il y a le feu aussi. Le poste de police, il a une aire d'effet limitée aussi, et vous êtes incapable de savoir exactement où est-ce que vous allez en avoir besoin. Donc le but c'est quand vous avez ces 2 plans-là, vous mettez tout de suite pompier, là où vous savez à peu près où ça va tomber, et vous attendez d'avoir un premier foyer de délinquance pour mettre votre poste de police à côté.
Du coup, vous répondez, vous avez les deux façons de répondre, et les deux ont un intérêt, et vous devez réfléchir, identifier quelle est la meilleure façon de répondre. Du coup, ce que j'ai vu, je vais l'expliquer un peu, c'est anticiper les besoins potentiels, et j'ai appris aussi que si je répondais à un besoin tout de suite, ça avait un coût. Ça avait un coût en termes de ressources, en termes de temps, et en maintenance. Ça, c'est un truc que j'oubliais au départ. C'est-à-dire que si je rajoute un truc, bah ouais, mais la prochaine version, il faudra peut-être que je fasse évoluer aussi. Et quand ils répondent, est-ce que j'y réponds tout de suite ou est-ce que j'attends qu'ils me le demandent? Parce que parfois, ils s'en rendent même pas compte qu'il y a ce besoin. Une autre façon de livrer avec City Skyline, c'est parfois vous débloquez des plans qui sont optionnels. Encore un coup. Au même moment, vous débloquez des aires de jeu. Les aires de jeu, il n'y a personne qui va vous demander une aire de jeu. Qui veut dire que c'est super important pour votre vie. Ce qui se passe, c'est que si vous le mettez, vous augmentez le niveau de satisfaction de votre population. Ça vous coûte de l'argent, ça vous coûte de la place. Vous ne pouvez pas mettre d'autres choses qui vont vous rapporter de l'argent. Au contraire, ça vous en coûte. Par contre, votre satisfaction elle va augmenter facilement. Alors, elle n'augmente pas à mort. Enfin, si justement vous ne mettez pas tout de suite le poste de police, ça s'annule à peu près. Qu'est-ce que ça m'a appris, ça? C'est pas parce qu'il n'est pas critique, c'est pas parce que c'est pas un truc qui est prévu depuis longtemps dans ma roadmap, c'est pas dans mon backlog, qu'il faut pas que je le fasse. Donc au départ, je me dis, j'ai pas à me soucier de certaines features, et ça répond à rien de spécial. C'est-à-dire que j'ai pas une réponse qui est spécifique en me disant, mais non, il y a un bug, ou non, ça fait avancer fonctionnellement mon application, mon produit. Je suis plus dans le MVP, c'est-à-dire que c'est du dev qui en soi me sert à rien, on va dire. MVP Minimal Valuable Product, le produit minimal que tu peux livrer à un client. Et par contre, on lui fait plaisir à l'utilisateur, il est content. Il m'a demandé de rajouter des couleurs, de rajouter son logo, etc. Il est content, il se dit, on pense à moi. Il sera moins chiant quand vous aurez oublié d'envoyer un truc, quand tu auras un bug en prod, c'est pas grave, il y a mon logo, bon, on va laisser passer. J'ai essayé d'aller un peu vite, j'ai mis plus de temps que prévu. Jeu online coopératif, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent la théorie des jeux? Est-ce qu'il y a un jeu symétrique, un jeu asymétrique? Je vais aller assez vite dessus. Ça, vous comprenez ce que c'est ou pas? Non. Le jeu... Juste un point, j'avais noté qu'il y avait un décalage à 10h30. Je me battais un peu plus de temps que d'après ce que c'est parlé. Je vois pas trop. La ZAP 2 se termine à l'écart. Ah, on attend. Bon, bah c'est ok, merci. Alors, les jeux symétriques, tout le monde a les mêmes outils pour arriver à la victoire. Les jeux asymétriques, c'est pas le cas. C'est-à-dire, pour vous donner des idées de jeu, un jeu symétrique, Counter-Strike, Quake, tout le monde a potentiellement la même arme. Vous n'avez pas forcément le même nombre d'argent pour ceux qui jouent à Counter-Strike. En début de partie, vous avez un backtoll et vous pouvez le dépenser pour acheter des armes. Mais si vous avez le même argent, vous pouvez acheter exactement les mêmes armes. À côté, vous avez les jeux asymétriques, League of Legends, Guild Wars, World of Warcraft, c'est-à-dire que vous avez un système de classes, de capacités qui sont différentes. C'est-à-dire que vous en avez qui vont faire très mal, vous en avez qui ne vont pas faire du tout mal, mais qui vont être résistants, ce genre de choses. C'est-à-dire qu'une équipe en les jeux symétriques, c'est une somme d'éléments indépendants. C'est-à-dire que chaque élément a la même capacité, a les mêmes possibilités. Je ne vous parle pas de chaque joueur, je vous dis de chaque élément. Alors que dans les jeux asymétriques, il faut s'entendre, puisqu'il y en a qui vont plus résister, il y en a qui vont moins résister, il y en a qui vont être plus rapides, il y en a qui vont être moins rapides. Dans un jeu symétrique, si votre équipe est moyenne et que vous avez un très très bon joueur, vous pouvez gagner. C'est possible. J'ai déjà vu, je ne sais pas s'il y a des gens qui regardent un peu le sport électronique, j'ai déjà vu des finales de Coupe du Monde de Counter-Strike, ils étaient 5, il y en avait 4 qui étaient vraiment nuls, il y en a un qui a éclaté tout le monde. Et en fait, ils ont été champions du monde, les 5 étaient contents, mais en fait, il y en avait qu'un qui avait fait le boulot. Dans les jeux symétriques, bah non, on a tous des devs, on tenait pareil. C'est-à-dire que l'équipe, c'est un peu plus que des devs. Effectivement. Je vais être sur de la symétrie. Vas-y. On passe? Ouais, on peut passer. Non, c'est très bien. Là, je vois. Yes. World of Warcraft, est-ce qu'il y en a qui connaissent absolument pas? C'est possible, il n'y a pas de nom, c'est pas très long.
World of Warcraft, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle un jeu de rôle massivement multijoueur. Non pas un autre. Comment? Non pas un autre. Non pas un no-porn, effectivement, qui est une espèce de barbarisme qui a été inventé par un journaliste de France 2, qui était incapable de lire MMORPG. Comment ça marche? Là, je vous montre une vidéo, c'est Nihilium, pour ceux qui ont beaucoup joué à World of Warcraft, ça doit leur parler. C'est l'une des plus grosses guildes de l'histoire du jeu. Donc on joue avec plein de monde. Vous jouez tout seul, mais ça n'a absolument aucun intérêt. Vous jouez avec plein de monde, et puis vous avez un but en commun. Et généralement, les gens se mettent en guilde pour aller vers ce même but. Vous faites soit du jeu en affrontement contre joueurs, ce qu'on appelle du PVP, player versus player, soit vous jouez avec tout un ensemble de joueurs qui sont comme jeu, et vous jouez contre des monstres, donc player versus environment, qui est plutôt de l'intelligence artificielle et des bonnes. Là, ce que je vous montre, vous avez 25 joueurs en même temps qui sont en train de se battre contre un monstre qu'on va voir apparaître, qui est assez sympa. Voilà, c'est-à-dire que vous arrivez, vous êtes face à ça. Pour l'histoire, ça c'est l'un des boss les plus durs de l'histoire du jeu. C'est pour ça que je l'ai choisi. Je ne sais pas si ça vous parle, c'est King Jaden, pour ceux qui connaissent la lore un peu du jeu, enfin l'histoire du jeu. Et donc on est 25 à taper ce machin en essayant de ne pas mourir. Donc pour vous faire un topo rapide, on en parlera un petit peu, vous avez les tanks, les dégâts et les soigneurs. Le tank, c'est celui qui prend les coups pour les autres. Ceux qui font des dégâts, c'est ceux qui tapent le monstre pour le faire mourir. Et puis les soigneurs, c'est ceux qui font en sorte que les autres ne meurent pas. C'est mieux de ne pas mourir dans ce jeu. Ça étant dit, j'ai été à la tête d'une guilde pendant à peu près 3 ans. On a réussi à atteindre avec la 6e guilde de notre serveur. Généralement, il y a plusieurs centaines de guildes sur un serveur. Et donc quand on est sur World of Warcraft et qu'on fait du player versus environment, contre le jeu, je ne faisais pas du joueur contre joueur ou très peu. Comment ça se passe? On est une équipe de 5, 10, 25, voire 40 joueurs à une époque, en même temps, au même endroit. Et on va dans un même but. On va dans un donjon, dans une grotte, dans un château, ce que vous voulez, et on va taper du monstre, tous ensemble. Et donc du coup, parfois ça se passe bien, c'est-à-dire que voilà, on est tous contents, on a tué le gros monstre au fond du volcan et tout le monde est super heureux. Et parfois ça se passe super mal, où tout le monde meurt, et puis on n'a plus qu'à revenir et à se retaper le monstre, que ça faisait une demi-heure qu'on était dessus. Il y en a un qui a raté un truc, tout le monde est mort. Comment est-ce qu'on gère ça? Comment est-ce qu'on gère ces équipes quand ça marche pas? Pourquoi ça marche? Pourquoi ça marche pas? Alors pourquoi ça marche pas? Il y a plein de raisons. La première, c'est on manque d'expérience. Alors vous avez des leaders qui étaient sur le jeu, moi ça m'est arrivé de dire « Ah c'est bon, on peut aller faire ce boss là, ça va être trop bien ». Puis en fait on arrive, on se fait rétamer la gueule parce qu'en fait je n'avais pas du tout regardé comment se passait le combat. Il y en avait un qui avait fui à peu près, les autres avaient rien foutu. On peut avoir des paliers de difficulté, c'est-à-dire que d'un seul coup, c'est pas possible de le faire à ce moment-là parce qu'on n'a pas suffisamment d'expérience de groupe. C'est-à-dire que y a plein de nouveaux qui sont arrivés et puis on ne connaissent pas trop comment on marche, quel est notre vocabulaire, quelles sont nos façons de parler, quelle est notre ambiance également. Et du coup, là on rame, à ce moment-là on est bloqué. Une autre raison, c'est qu'on a un défaut d'équipement, c'est-à-dire qu'on a voulu aller trop vite. En se disant, on a réussi à faire 2-3 trucs là, on va aller tout de suite au palier de difficulté largement supérieur, et on ne s'est pas dit qu'il y avait peut-être un entre-deux à faire. On a aussi des nouveaux arrivants qui peuvent arriver justement pour l'équipe, et qui n'ont pas été correctement équipés. Pourquoi équipés? Puisque dans ces jeux, vous récupérez des armes, des armures, des bijoux, ce genre de choses, qui ont des statistiques qui augmentent votre force, votre vie, votre niveau de mana. La mana, c'est ce qui permet de lancer des sorts. Et puis évidemment, ce qu'on va appeler comme niveau aussi, c'est que si vous n'avez pas l'armure du donjon d'avant, vous ne pouvez pas faire le donjon 3, vous ne pouvez pas faire le donjon 4, c'est pas possible. Ou alors vous faites rétablir. Ce qui peut être justement l'erreur du leader qui est plus sur le. Et à quoi ça nous amène tout ça? Ça amène à des vraies frustrations au sein du groupe. Vous avez des tensions, je me suis déjà retrouvé avec des gens qui s'insultaient à la fin. Et pourquoi? Parce qu'effectivement, il y en a un qui a fait une connerie, et puis on revient, il l'a refait. Et puis on revient, il l'a refait.
Vous avez des abandons, je me suis déjà retrouvé dans ma guilde, on est dans notre groupe, on est 25, on est en train de faire un boss, et puis je sais pas trop, je sens que l'ambiance est un peu électrique, on meurt, on revient, on était 25, on est plus que 24. Et puis je regarde les gens de la guilde qui sont connectés, il n'y a plus que 24 connectés. Et je regarde et je me rends compte qu'il en manque un. Puis je le vois connecté en vrai dans le jeu, mais je le vois plus dans la liste de la guilde. Et en fait, le mec, il était juste frustré, ça faisait 2 semaines qu'on était sur ce boss-là, il en avait marre, il s'est barré de la guilde. Et puis il allait dans une autre. Donc bah déjà, votre soirée, elle se passe bien. Et puis il va falloir gérer ça. Et qu'est-ce qui se passe du coup? Vous stagnez. C'est-à-dire que l'équipe, elle est là, bon bah on va refaire la même chose qu'hier, et qu'avant-hier, et que le début de semaine, et puis bah ça fait 5 jours qu'on est sur ce boss-là. Et parfois on régresse, c'est-à-dire que dans ce jeu-là, toutes les semaines, en gros, tous les donjons sont réinitialisés. Et donc vous revenez dans votre donjon, tous les boss sont à un niveau là, et puis vous étiez au 5e, et là cette semaine vous passez même pas le 2e. Pourquoi? Parce que les gens sont pressés d'aller à l'autre. Et donc du coup ils veulent aller vite. Et puis du coup on se viande, on régresse, les tensions reviennent, vous avez des abandons, parce que alors en plus vous avez celui qui attend quelque chose, c'est qu'on avance. Et si bah, c'est encore pire, alors on arrive encore moins loin, je me casse, vous êtes encore moins, vous reprenez des nouveaux, manque d'expérience, défaut d'équipement, et on recommence. Alors comment on fait? Il faut changer les idées du groupe, c'est-à-dire que c'est pas une bonne chose de continuer sur le même boss. On va d'abord parfois revenir à un ancien lieu, un ancien boss. Déjà ça redonne de la confiance, c'est-à-dire qu'on retue des trucs. C'est pas super glorieux, mais on retue quand même des trucs. Ça rassure, on est quand même capable de travailler un peu en équipe. Merci. Vous êtes quand même capable de faire quelque chose en équipe, votre équipe est à nouveau capable de faire quelque chose. Vous remettez l'équipement des joueurs à jour, parce que parfois il y en a un, il n'a peut-être pas eu l'anneau qu'il fallait avant, et maintenant il est tombé, donc il est content. Et du coup ça se passe beaucoup mieux. Vous pouvez avoir de nouveaux défis, c'est-à-dire que dans World of Warcraft, au bout d'un moment, ils ont créé ce qu'ils appelaient les hard modes. C'est-à-dire que vous aviez le boss, vous arrivez, vous le tuez bêtement, ok, c'est bon, il est mort, on passe au suivant, etc. Et vous aviez un mode où il est beaucoup plus fort. Typiquement, vous alliez désactiver des possibilités du monstre, vous alliez bloquer des arrivées d'autres monstres. Vous pouvez dire, bah, cette fois, on laisse souffrir, on les laisse arriver, et puis on se les fait en même temps. Donc en plus, c'est des nouveaux défis, c'est-à-dire que les gens vont à nouveau se dire « Ah, on va réessayer un truc, c'est cool », et du coup, il n'y a pas juste « Bon, on revient en arrière, c'est nul ». Ce que vous pouvez faire aussi, c'est tenter autre chose, aller à un autre endroit de la même difficulté. Ça reste un défi, ça reste une difficulté, mais c'est plus la même. Parfois, du coup, les gens vont avoir un autre point de vue. Ils vont peut-être voir quelque chose qu'ils n'ont pas vu avant. Peut-être que quelqu'un va dire « Tiens, c'est vrai, j'ai une capacité qui me permet de faire ça, ça pourrait peut-être servir sur l'autre ». Mais quand on est le nez dans le guidon, je pense que vous connaissez tous, vous êtes incapable de vous rendre compte que en fait, vous aviez un truc qui permettait d'empêcher les morts-vivants de venir, mais en fait, vous étiez trop occupé à faire autre chose. Si vous réussissez, en plus la confiance, les gens sont d'autant plus motivés. Alors il faut peut-être parfois les calmer parce qu'ils disent « Ah c'est bon, on y retourne ». Non, on va peut-être pas y aller tout de suite, on va faire autre chose encore. Mais au moins votre monotonie elle est cassée, les gens s'ennuient beaucoup moins. Vous pouvez faire totalement autre chose, des trucs complètement débiles. Je sais pas, vous pouvez avoir des personnages de plus bas niveau que les gens jouent, vous leur faites sortir ça et puis on va faire des conneries. On va attaquer une ville ennemie, il y a d'autres joueurs, c'est pas grave, on va se faire défoncer, au moment où ce sera bien marrant. Il n'y a plus de pression, il n'y a plus de pression de réussite parce que vous êtes en train de faire un truc débile. Et sinon vous pouvez arrêter. Ça m'est déjà arrivé, c'est pas possible, les gens, je sens qu'il y a la tension qui arrive, je sens que les gens fatiguent. C'est bon, c'est tout, on arrête, vous vous déconnectez, vous allez faire autre chose, on voit ça demain, ça sert à rien, ça fait 3 heures qu'on est dessus, on a fait 3 heures encore hier, on arrête. Vous en avez 2-3 qui vont gueuler, mais la majorité va dire ouais en fait on va faire ça, et puis je sais pas, ils vont regarder Koh-Lanta, ils vont se faire un chocolat chaud, ils font ce qu'ils veulent, mais au moins ils font autre chose. Et quand on réussit, est-ce que c'est super facile et est-ce que ça marche super bien? Bah, pas nécessairement. Déjà quand vous tuez un monstre, vous êtes parfois 40 et puis il y a 5 objets qui tombent. Vous avez 5 armes, vous avez 5 objets qui tombent, et puis bah, évidemment vous en avez plein qui veulent. C'est normal.
il va falloir ménager les attentes parce que vous avez un système de jet de dés pour gagner, celui qui fait le plus haut, il a gagné. Enfin, s'il y en a un qui a déjà gagné quelque chose avant et qui regagne au jet de dés, il va falloir faire quelque chose. Il va dire, bon, non, bah écoute, t'as déjà eu un truc, on va faire. Et parfois, il faut être pas populaire du tout. Je me suis retrouvé avec, il y a une épée qui tombe, il y a un chasseur qui la veut. Ouais, je la veux. Ouais, mais en fait, toi, ça sert à rien que tu laisses cette épée. On va plutôt la filer au chevalier de la mort là, parce que en fait, toi, une épée, ce que tu veux en foutre, t'es un chasseur, t'as un arc. Et donc, du coup, vous avez une trentaine de gars derrière qui sont pas contents en disant ouais, pourquoi tu l'as filé, machin. Et c'est vous qui avez pris cette décision-là. Il faut aussi parfois accepter d'être un peu le rebut. Quand on réussit aussi, faut aussi gérer la réussite avec d'autres gens. Vous avez une guilde, vous allez parfois avoir 50 joueurs, vous allez partir à 25. Il y a des gens qui sont plus utiles que d'autres, il y a des gens qui sont plus forts que d'autres. Il ne faut pas laisser les faibles derrière, il faut les amener aussi. Alors parfois vous allez prendre plein de forts et vous mettez 2-3 moyens, voire nuls dedans. Il faut aussi qu'eux, ils voient comment ça se passe, qu'ils vivent l'expérience. Vous, si vous avez des stagiaires, parfois vous avez envie de les mettre derrière. Parce que bah non, on est en train de bosser, on fait des trucs importants, vous avez de nouveau, mais là vous avez un truc super critique. Si vous ne les amenez pas avec vous, ils ne vont pas augmenter, ils ne vont pas s'améliorer, et ils vont se casser aussi. Et vous aurez gagné, vous auriez perdu potentiellement de très bons amis. Une dernière chose, ne pas en demander trop. C'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai tué le super boss, faut que je leur dise que c'est bien, qu'on y est arrivé. C'est pas grave qu'on n'arrive pas à faire la fin, ou que il en reste encore derrière. On va dire, ah les gars, bon maintenant on fait la suivante. Non, on est déjà content de ce qu'on a fait. Quand j'ai commencé à faire des donjons, je me suis retrouvé avec une équipe où on était au tout début du donjon et on n'a pas réussi à tuer le premier boss. Et c'est comme ça que j'ai appris ça. Et on a passé la soirée dessus, et puis bah, il y a le chef, il a dit non, bah écoutez, c'est bien, parce qu'on l'a descendu à 10% de vie, bon, c'est pas évident, on se connaît pas trop, non, franchement, vous pouvez être content de votre soirée. Alors moi, j'étais comme ça, genre, je voulais voir le truc mourir, je voulais avoir mon anneau, etc. Maintenant, je l'ai pas eu. Mais c'est pas grave, il m'a dit non, on a passé une bonne soirée, c'est cool, on s'est bien entendu, on s'est bien marré. C'était quand même sympa. Il y a une chose que je vous ai pas dite, c'est qu'est-ce que je jouais dans World of Warcraft? Je jouais support. Support, j'étais soigneur. Et en fait, il y a un autre truc que j'ai appris, c'est que un vrai leader, un vrai team leader, il joue support. Alors je vais vous expliquer ce que c'est rapidement. Déjà, Heroes of the Storm, quelqu'un peut expliquer le principe de ce qu'est un MOBA, d'une manière générale? Lydia? En fait, moi je regardais jouer. Tu regardes, mais tu sais comment ça marche? Ouais, c'est une sorte de bataille entre deux équipes, comme un échec en fait. Et il y a différents rôles, il y a le support. Il y a d'abord, on va dire, il y a un tank qui est souvent au top, je sais pas pourquoi. Donc qui se prend les coups, il y a au mid, il y a les magiciens qui vont lancer des sorts, et au bottom, il y a on va dire ce qu'on appelle les ADC, ceux qui vont être vraiment très forts. Et ils sont assistés par notamment un support qui vont les soigner. Plus voilà. un jungle qui revient. Voilà. C'est tout ce que j'ai compris. Alors le principe c'est ça, c'est-à-dire que vous êtes sur une arène, alors on voit pas très bien ici, mais en gros vous êtes 5 joueurs si je me rappelle bien, face à face, et vous avez 3 chemins, et vous avez des tours de défense qui vous empêchent de passer. Et vous, votre but, si vous commencez là, c'est d'aller là et de détruire ici ce qu'on appelait le cœur de l'équipe adverse, en gros sa base. Une fois que vous l'avez détruit, vous avez gagné. Et effectivement, comment ça marche? Il faut que les 5 personnes bossent ensemble pour y arriver. Donc vous avez tout un système de protection. Effectivement, il y a plusieurs rôles et on va en parler juste après. D'ailleurs, le rôle, on a dit avant qu'il y avait plusieurs. On a déjà fait le tour de ce que c'est, encore un coup. Alors, comment ça marche? Heroes of the Storm, ils ont en gros 4 rôles de manière générale. Vous le retrouvez dans tout ce type de jeu. Vous avez l'assassin, c'est lui qui tape fort, par contre il va prendre cher. Il va prendre cher, c'est-à-dire soit il est pas résistant, soit il est très lent, donc du coup les autres peuvent le récupérer et lui taper dessus. Vous avez le guerrier, qui est le tank, effectivement. Lui il est très résistant, il tape pas très fort, mais il peut être très utile, et surtout son but c'est d'être devant et se prendre les mandales pour les autres. Donc soit de bloquer ceux qui vont aller taper ce qu'il y a derrière, soit lui de se dire je récupère les autres, je reste devant, je me fais taper dessus pendant que les autres les défoncent. Vous avez le support, lui il va soigner, améliorer les autres.
C'est-à-dire que quand le temps qu'il est devant, il y a le soigneur qui est derrière qui fait en sorte qu'il ne meure pas tout de suite. Ou vous avez un assassin qui s'en va parce qu'il s'est pris super cher et que là il a pas envie de mourir, il envoie un soin et hop, il redonne de la vie et il peut survivre un peu plus longtemps. Et enfin vous avez le spécialiste qui est un tacticien, c'est-à-dire qu'il ne va pas taper très fort, il ne va pas être très résistant, par contre il va être capable d'invoquer des morts vivants, il va être capable de bloquer tout le monde, il va être capable de faire ce genre de choses. Donc si vous voulez simplifier tout ça, voilà comment ça marche. Vous avez l'assassin et le tacticien qui vont vers un but commun qui est la victoire, et vous avez le guerrier et le support qui sont là pour s'assurer que les assassins aillent vers la victoire. Et comment ça marche? Super vite. Ce que j'ai appris, c'est que personne n'est inutile, vous avez toujours besoin des autres. Mais celui qui est au centre, c'est le support. Le support, qu'est-ce qu'il fait? Il va rester derrière, il va tuer personne, il va pas faire de dégâts, il va juste être là pour aider les autres, pour aller vers la victoire. C'est-à-dire que lui, il va profiter de la victoire au final, mais pendant toute la partie, il va être complètement invisible. Tout ce qu'il va faire, c'est prévenir, allez là, il y a un problème, allez ailleurs, revenez ici, revenez m'aider, il faut aller aider machin. Et en fait, vous allez juste rester en arrière et vous assurer que les autres font au mieux possible leur boulot. Voilà. Ouais, mais justement, je pense qu'on peut aller... Tout ce que j'ai appris, c'est pas juger un jeu à sa couverture. Pour vous faire simple, j'ai appris à valider la qualité de mon travail en faisant des fusées. J'ai appris également à identifier et découper des besoins juste en faisant mes villes. Et au final, en jouant avec d'autres, j'ai su avancer en équipe. C'est-à-dire soit comment motiver mon équipe et réussir à maintenir l'équipe quand on réussit et quand on rate. Et j'ai aussi appris à sacrifier mes prétentions en tant que team leader. J'ai envie de faire des belles méthodes, etc. C'est pas à moi de le faire, c'est ODF. Là, je suis team leader. Et enfin, sans tuer personne. Puisque à chaque fois, on dit que les joueurs sont des assassins. J'ai tué personne, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Des remarques? Écoutez, je vous remercie.